Bonsoir et bienvenue à tous. Il s'appelait Yondo Manege Black. Il a été bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun entre 1982 et 1986. Il a tiré sa révérence le 16 octobre dernier et a été conduit à sa dernière demeure ce week-end en présence de nombreuses personnalités politiques, administratives, diplomatiques, religieuses et traditionnelles venus d'horizons divers. Les témoignages enregistrés au cours de ces obsèques le présentent comme un combattant de la liberté, le pionnier de la lutte pour les libertés, le retour au multipartisme au Cameroun. Mais quel héritage laisse-t-il? Au regard de la situation des libertés et des droits de l'homme dans notre pays aujourd'hui, peut-on affirmer que le combat de Yondo Black et ses colistiers aura porté des fruits? L'état de droit est-il plus marqué aujourd'hui qu'hier? La situation des droits de l'homme est-elle meilleure qu'en 1990? Les appels, les cris de détresse de Yondo Black pour un véritable état de droit ont-ils été entendus par le régime? Au moment où on se souvient de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, où en est-on au Cameroun en matière de droits de l'homme, justement? Pourquoi de nombreux compatriotes continuent de croupir dans les prisons pour leurs opinions politiques? Les bâtonniers qui ont remplacé Yondo Black à la tête du barreau ont-ils poursuivi le combat pour un véritable état de droit au Cameroun? Personne de mieux placé que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun pour répondre à cette préoccupation. Eric Mba est l'invité de la Vérité en face ce soir sur Équinoxe Télévision pour cette émission hommage au bâtonnier Yondo Black. Monsieur le bâtonnier Eric Mba, bonsoir et bienvenue à cette émission de la Vérité en face sur Équinoxe Télévision. Thank you, Duval. It's an honor for me on behalf of the Cameroon Bar to be a guest. Pour échanger avec vous dans le cadre de cette émission, nous sommes avec Babila Jonathan. Good evening. Bonsoir Duval. A very warm welcome to you all, ladies and gentlemen, to this edition of La Vérité en face of Équinoxe Television. Tonight, we are analyzing the human rights situation in Cameroon, and in that perspective, we are taking you through the life, the political and the professional trajectory of a man who spent a greater part of his life fighting for human rights and democracy in Cameroon, former Bar President Barrister Yondo Black. And we're looking at the state of human rights in Cameroon. And of course, this is characterized by what lawyers have described as gross violations with impacts, with consequences on the state of peace of the country and, of course, development and the relationship between the leaders and those their government, with frustrations, disappointment, anger now being manifested on the street, with the case in point in this edition of La Vérité en face being the protest of truck drivers who blocked traffic along the Megangaundiri highway over police harassment. We're looking at all these, and we are looking at what the Cameroon Bar is doing to put an end to these issues in the Cameroonian society. And our guest today is Barrister Eric Mba, President of the Cameroon Bar. You're welcome, Mr. President. Merci, Babila, de m'avoir invité, d'être invité de ce jour. Right. And of course, the lawyers in general, the family of lawyers, legal minds in Cameroon, mourning the passing away of an important figure, and the nation at large, because he was also a political figure who spent a great part of his life fighting for human rights and democracy in the country. Former Bar President, one of your predecessors, Barrister Yondo Black. Yes, Babila, the man, Yondo Black, is such a volatile figure, is such a broad name that we find it very difficult to precise an adjective that qualifies him. And that's why you see when you have to talk about Yondo Black, you must have at least 3 adjectives. To the bar, he symbolizes resilience. He symbolizes resilience. And to tell you, he became a lawyer on the 24th of August, 1971. That's in Cameroon. And when he drops, his entire life has been dedicated to the fight for the protection of human liberties and rights. He went to prison. He went to prison because he was fighting for liberties in this country, for multipartism.
So you will not in any way, any true historian who attempts to write the history of Cameroon will not be honest if you can write the history of multipartyism without dedicating a great chunk of it to the role played by Bâtonnier Yondo Black. As we all heard, on the 10th of December, the Cameroon Bar in organizing a press conference in celebrating or commemorating the International Day of the Day of International Human Rights, we decided to dedicate it to him because it coincided just at a period when he was being buried. His funeral was... Yes, he was being buried. He will be buried the next 48 hours. So the bar thought the best thing to do was to dedicate that day to honor Bâtonnier Yondo Black, because it was just but normal that he should be honored in that way. And I want to say, you saw the crowd that came out. Everybody had something to say. Everybody had something to say. But for time constraint, even the political domain, we didn't have people. There are some actors on the political scene of Cameroon today that many people heard for the very first time yesterday, that they were active with Yondo Black in the political field. There were some who had served the present term with him, like the case of Anesit and Henriette Ekwe. Yes, and Henriette Ekwe. Many people didn't know that they had come a long way. And you heard, of course, that the fight for multipartyism, the fight for democracy got him. He was the one person who stood strong to defend the former president, Amadou Ahidjo. He was the one who defended the Issa Chirumas and the others. That is how far he had gone. In every fight, real fight, legal fight, that meant something to this country, Yondo Black was part of it. In the tributes still pouring in, a lot of people have said a lot of things about the qualities of the man, Yondo Black. But I want to pick on what the representative of the Minister of Justice said. Barrister Jean de Dieu Momo, who is the Minister Delegate to the Minister of Justice during the judicial homage at the Littoral Court of Appeal, he said that Barrister Yondo Black was a man of strong words, a man of strong convictions, a man who will not step back in the face of adversity. That was him. That was him. And when you tell him, or when you told Bâtonnier Yondo Black that the words you were using were strong words, he told you he never had any better words to say. And he never economized the truth. He was never economical with the truth. He said it the way he saw it and the way he felt it. He was one person who fought for everything he believed in and believed in everything he fought. At the moment of his demise, I still had documents, petitions that he wrote. Because one thing with him was his humility. He never thought he knew more than everybody. He will write and share with other contemporaries. What do you think about this? What do you think about this? He will petition every other day anything that he sees not going properly. That was the man. So to him, it was not hard words, but they were just words that were commensurate to the situation. And to lawyers like Barrister Charlotte Chakute, Yondo Black was a man with that spirit that will not tolerate violations of human rights, that will not sit quiet when people's rights are being violated. And she thinks that this is the spirit that should inhabit every lawyer. Is that what it should be? And is that what we are seeing? In principle, that is what it's supposed to be. And I think that is what we are seeing. It depends from which angle you look, but in principle, that is what we see. Every lawyer is supposed to be allergic to injustice. I say every lawyer in principle is supposed to be allergic to injustice. It is not what you gain from it. Because the gain for every lawyer, particularly as a body, the Cameroon Bar, our pride is in the fact that justice flourishes. So once injustice prevails, then the bar sets to work. The lawyer sets to work. There goes an invitation to a lawyer to go to work. And that's why Barrister Nico Hale said that Barrister Yondo Black will always be where there is injustice.
Wherever there is injustice, he's there. Whenever there is a case of injustice, he's there. That's what I said earlier, Babula, that everything at every moment, even right to the point of his death, I still have petitions on my table, some addressed to the head of state on very controversial topics, on topics very piercing, and his position, he makes it clear. He makes it vertically and horizontally clear. He was never ambiguous. Lorsqu'on vous a écouté parler de Yondo Black, il y a un certain nombre de mots que vous avez utilisés. Il y en a deux qui ont retenu notre attention. Vous avez parlé de la résilience, vous avez parlé de l'humilité. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent justifier l'hommage que vous lui avez rendu de son vivant, il faut le dire, en lui attribuant le titre d'avocat honoraire? Il me semble que c'était le 6 juillet 2024. Oui. Duval, je dirais même que ça ne justifie même pas. Parce qu'en termes de qualité, en termes de quantité, on n'a pas fait assez. Mais on a juste fait ce qu'on pouvait faire. Parce que le bâtonnier Yondo Black méritait mieux. Mais on a pu faire ce qu'on pouvait avec nos moyens, nos dispositions et tout ça. Donc l'appréciation vient d'abord de notre intérêt, de notre cœur. Avocat honoraire, ça renvoie à quoi? Ça signifie quoi? Le bâtonnier Yondo était déjà fatigué. Si c'était dans les fonctions publiques, on disait qu'il prenait sa retraite. Mais dans nos usages, un avocat ne prend jamais la retraite. Donc il passe à cette étape. Il continue à être avocat. Même s'il n'exerce pas, c'est dans ce sens. Mais il demeure avocat. C'était une sorte de reconnaissance aussi pour ce qu'il a donné, non seulement pour l'avocature au Cameroun, mais peut-être pour la justice dans notre pays. Effectivement, c'est pour ça que la loi parle de l'ancien avocat qui aurait mis plus de 20 ans d'exercice professionnel non interrompu. Alors, mais de façon globale, qu'est-ce que vous avez perçu dans les regards, dans les témoignages, non seulement des avocats, mais de toutes ces personnalités venues d'horizons divers qui sont rendus aux obsèques de Yondo Black? Première des choses, je ne veux pas dire que c'était une manière de reproche à l'État qui n'a pas manifesté ses reconnaissances à cette contribution énorme que cette compatriote a apporté à ce pays. D'ailleurs, je pense que c'était ça le message. Parce que tout ça, tout le monde qui disait Yondo a fait ceci, c'est lui qui a contribué à ceci, la démocratie, le droit de l'homme et tout ça. Et on s'interroge après. Qu'est-ce que l'État a dit en face de tout ça? Qu'est-ce que l'État lui a fait? Rien. Donc pour moi, c'était aussi une manière de dire l'État n'a pas apprécié ce que Yondo Black a fait pour cette nation. Mais il y a eu un message du ministre délégué à l'endroit de Yondo Black qui a pris la parole au cours de ces obsèques-là. Pour vous, ce message, comment il faut le comprendre, le percevoir? Non, je ne veux même pas entrer dans des analyses de messages de ministre, parce que je ne sais même pas le message. Le contenu, le thématique, je ne sais pas. Mais tout ce que je m'interroge, c'est si le bâtonnier Yondo était encore vivant, est-ce qu'il aurait souhaité que l'État parle de lui de cette manière? Est-ce que c'est ça qu'il aurait souhaité entendre l'État parler de lui? C'est tout ce que je demande. And you said something, Barrister, about this. Parce que si je ne me trompe pas, nous tous on était là, le ministre a passé plus de temps de parler de ce que l'État a fait, le gouvernement a fait, le chef de l'État a fait, le RDPC a fait. Bon, c'est pour ça que je demande, si le bâtonnier Yondo était encore vivant, est-ce que c'est ça qu'il aurait entendu de lui? Est-ce que vous êtes indirectement en train de dire que sa mémoire a été salie? Personne ne peut. Le barreau ne pouvait jamais laisser même. Le barreau ne pouvait laisser jamais. C'est pour ça qu'on a décidé de lui honorer à notre manière. L'acte que le Conseil de l'ordre a posé en demandant et en prenant la robe de bâtonnier Yondo pour faire la patrimoine du barreau du Cameroun, c'est un acte fort. C'est un acte fort. What's the symbol of that? The symbol of this Babla is that the children that will be born 50 years from today, the young Cameroonians that will be born, when they will grow, they will live to see
I want to allude it to all the streets you have here, Boulevard, Bien Rue, Chirac, and all of that. When you keep saying those names, they remind you. The inquisitive nature of human beings will ask you, but why this name? Who is this? Right? Douala Mangabe, Douala, this Aqua, and all of that. Those are the historic significance of the people who have impacted our country in one way or the other. So if the state could not do a monument of Yondo Black, the bar decided to honor him in our way. And we said we're going to create it in our gallery, and at every one moment, even after this generation goes, many other generations will come to pass and they will bow before him. And I hope by then Cameroon will be a democratic country, and when they will come to write the story of democracy and at that time they will get to know that once upon a time they lived a man, once upon a time they lived a lawyer who contributed. When I read through what you're saying now, I have the impression that you're saying that Cameroon is not yet a democratic country for now. We'll come back to that shortly. Now, no, Babla, before we come back to that, let me say it. Democracy is not static. It is not a state of event. It is a dynamic process. Because before the year 90s, that what we actually say is the birth of multipartism and all of that, there was democracy. There was one-party democracy. Now we are talking of multi-party democracy. So it is contextualized. But there is a universal appreciation of what democracy is. There are particular canons that you will use to identify a state that is democratic. There's the independence of the judiciary. Right? Right. So, like I said, Barrister, we'll come back to that in greater details. But first, about the issue of the state not recognizing the contributions of Barrister Yondo Black to human rights and democracy in Cameroon. You said something, I think that was during the judicial homage at the Court of Appeal, that Barrister Yondo Black was somebody who was against the fact that people should compile documents to seek for recognition, state recognition, medals and so on. And that is probably why he didn't receive any. Why was he against that practice? Ah oui, exactement. Babila, c'était toujours la position de Bâtonnier Yondo Black. Il a toujours été contre cette pratique que des gens constituent des dossiers pour demander des médailles et on vient dire en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, pour ce que vous avez fait, on vous confère. Non. Il faut qu'on le dise. Que suite à votre demande, on a étudié votre dossier et on vous a attribué. C'est exactement ça. Parce que quand on donne l'impression comme si c'est l'État qui vient, l'État a apprécié ce que vous avez fait et l'État a décidé soit de venir vous donner. Ce n'est pas ça. And that is what Yondo Black was against. Yondo Black says merit is hard work should be identified, recognized. That if I go to apply for a medal, it means that I don't deserve it. Or what I have done is not ocular enough for the state to see and award me a medal. And that's why all his life he never applied. What if the authorities say that, respond by saying that they cannot see everybody, they cannot see everything, and so they will need you to give them information about what you have been doing, which warrants an award of a medal, a recognition, so that when they now look through, they say, okay, you did this, you did this, you did that. You fought for the country's democracy, human rights. These are the actions, and then based on that, they now decide to recognize you, to award a medal. Babila, ça c'est vraiment de n'importe quoi. Tout coup. Monsieur Bâtonnier, si on doit demander, ce n'est pas à ce niveau. Ce n'est pas à ce niveau. Parce qu'on parle des années 90. La démocratie, multipartisme, ce n'est pas quelque chose caché. On ne peut pas dire donc il faut constituer des documents pour venir présenter, pour nous montrer ce que vous avez fait. Ah, mais non. Tout le monde, on n'est pas aveugle. Alors, de ce que vous avez dit et de ce qu'on a observé, on pourrait conclure que s'il existait un panthéon, oui, eh bien, Yondo Black reposerait au panthéon aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a un de ces compatriotes avec lequel, justement, il a mené ce combat, Georges Anissé Kané, et qui est décédé dans des conditions que tout le monde connaît. Est-ce que
c'est une situation qui a retenu votre attention, notamment les conditions dans lesquelles il est décédé. Il est mort en détention. C'est l'expression qui revient. Anissé Ekane, homme politique, opposant au régime de Yaoundé, mort en détention. Cela a fait la une de tous les journaux nationaux et internationaux. Et c'était pratiquement en ces mêmes termes. Mort en détention. Je dirais d'abord que may his soul rest in perfect peace. It's a situation that is very, very pathetic. And it proves the high-handedness of administrative functionality. Because up to now, the Cameroon bar is still at a loss to understand the procedure that was put in place for him to be arrested. There are basic canons that are respected even during arrest. But quite often when it is done, they say it's administrative arrest, it's administrative detention. I wait to see that code, the code of conduct or rules that governs administrative arrest or detention. We have one single code, the Criminal Procedure Code. That is the only code that contains the procedure, the conditions under which somebody is arrested. I don't know any other code which is the administrative arrest or the administrative detention code. So even if it was an administrative offense, on est obligé, nous tous, à suivre la procédure telle qu'elle est prescrite par la procedure pénale. So the case of Ekana, the health situation of Anicet, ce n'était plus un secret. Hein? Tout le monde était au courant qu'il était malade et tout ça et tout ça. C'est prévu par la loi. Il aurait pu bénéficier des conditions peut-être médicales meilleures. Qu'est-ce que vous voulez signifier? En tant que l'homme politique, et que l'État prévoit des situations où peut-être demain quelque chose peut arriver et on dit que non, c'est l'État qui a fait ceci, l'État a fait ceci, l'État aurait lui demander à membres de ses familles, demander à son avocat que même si elle est en détention ici, vous êtes libre de faire venir vos médecins, ces médecins, de venir s'occuper de lui. Ce n'est pas qu'il vient, ok, il est hospitalisé à garnison militaire et tout ça. Non! On n'attend pas tout, il y aura ces gadgets respiratoires, il n'avait pas ça, est-ce qu'il avait ça et tout ça. The Criminal Procedure Code provides that when you arrest somebody, if the health situation is complicated, either the person has a right to request that he be taken to a medical doctor, let his state of health be ascertained first, to avoid all these things that are happening. So knowing that Ekane was somebody who was very sick, the Minister of Territorial Administration said it, that Ekane had been sick and that he even assisted him and he went and visited him. So his ill health was no longer a secret. So when somebody like that is arrested, qu'il y a eu des alertes plusieurs fois. Ah oui. Et tu te rappelles de Duval, qu'à un moment, il y avait des rumeurs aussi qui circulaient que Ekane est mort. C'est le confrère qui est sorti pour dire non, il n'est pas encore mort. Comme s'il savait qu'il allait mourir. Oui, mais d'ailleurs, même nous tous. Mais dans ce cas-là, non. Ce n'est pas une bonne image de notre pays. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une situation qui ternit l'image de notre pays à l'international? Exactement, c'est ça, Duval, que je viens de dire. Ce n'est pas bien. Ça donne l'impression, à tort ou à raison, que c'est l'État qui est en train de tuer des opposants ou bien des hommes politiques. Isn't that what is happening? C'est pour ça que je dis à tort ou à raison. I am not in the position to ascertain it, but that is the impression that it gives. Because when somebody is an opposition leader, and when he is being arrested, the state needs to be very conscious. The state needs to be very conscious to know that if anything happens with him, the first accusation will be that it is the state that has killed him because he was opposing him. Even in our ordinary life, that is what happens. When you have somebody with whom you are not on good terms, when you have to deal with that person, you make sure that you always have to deal with the person in an atmosphere where there's a third party, such that if something happens, you should not be the accused. But in this case, what happened to Ekane?
The barrister, the authorities are saying that adequate, proper medical attention was given to Anise Kane while he was in detention. That's what the government statement, the statement from the government spokesperson is saying. It is not the government spokesperson to say it. Ekane's lawyer should have been able to say, yes, Ekane's physicians, Ekane's doctors were given access to him. Those were the people who had been following his medical records. Ekane's family, children also should be the one to testify that the only problem we had was that our father was in detention, but he was given access to his physicians. His physicians should be able to testify that yes, regularly I paid medical visits to him, I controlled him, I made sure that he was eating, I saw that he was eating, he was taking his medications regularly. That is what is supposed to be done. Bien au contraire, il y a eu une alerte des avocats qui ont indiqué que son extracteur d'oxygène avait été confisqué, qu'il n'en avait pas accès, et pour beaucoup, cela aura été d'une façon ou d'une autre à l'origine de son décès. Bien sûr, j'ai aussi entendu ça. Mais quand il n'y a pas de transparence dans tout ce qui s'est passé, ça donne aussi l'impression que peut-être quelque chose aurait passé. Mais si tout ce que je viens d'expliquer, qu'il y avait son médecin, sa famille, son avocat, qui avait accès et tout ça, on n'allait pas parler de tout ça, Duval. C'est tous ces gens-là qui allaient quand même démentir tout ça, pour dire non, notre problème reste seulement au fait que notre père, notre ami, notre patient, notre client était en détention. Mais malgré qu'il était en détention, il avait accès à son médecin, il avait accès à sa famille, il prenait ses médicaments régulièrement, il mangeait régulièrement, et il mangeait ce que la famille ou bien son médecin a prescrit. Mais tout ça, c'est flou. Barrister, what's your reading of the fact that this is happening to one of the persons who have consecrated their lives, who dedicated their lives to fight for freedoms, to fight for human rights, to be respected in this country, to fight for democracy, together with late former Bar President Barrister Yondo Black, and at the same time we are hearing the Minister of Justice, who said during the judicial homage at the Little Court of Appeal that President Paul Biya listened to Bâtonnier Yondo Black, that he listened to him, and then he granted multi-party politics, he granted this, he granted that, and so on. I heard him. So he said. So we see what is happening. Do we have the impression that President Paul Biya listened to him, listened to Anise Kane, listened to all the others, even Fabrice Lena, who is still in detention, and all the rest? I don't want to navigate into all of that, because we are all witnesses. On est tous des témoins de tout ce qui s'est passé à la naissance du multipartisme. We know how the various marches that were made and all of that. Anyway, that is the price that people pay for democracy. It's not me who says it. They say democracy is never given on the platter of gold. And I don't want to say the other part that they say it is seized. No. Perhaps with our case, it was a generous gift. Who says? Who says? It is not true, of course. We are all living. Even the minister delegate himself, he was a very vibrant fighter of it. He was a very vibrant defender of human rights. And he told you yesterday that even till this day, he is still a defender of human rights. I give it to him, he is. But he told us that he is a political leader, he owns a political party, but he decided to join the government. The fruitful side, as he said. Those were his words. Alors, aujourd'hui, avec le recul, en regardant le combat que ces hommes ont mené, que ce soit Yondo Black ou Anise Kane, qui ont été jetés en prison, il faut le rappeler, pendant les années de braise pour avoir justement ouvert les yeux ou attiré l'attention ou tenté de mettre en place un parti politique. En tout cas, le combat qu'ils ont mené dans le sens de la promotion des libertés et de la démocratie, aujourd'hui, ils sont décédés. Aujourd'hui, on fait une sorte de bilan. Quand on fait un retour en arrière, est-ce que vous avez le sentiment, M. le Bâtonnier, qu'on a avancé en matière de liberté, de démocratie dans notre pays? Je peux vous dire oui et non.
Mais pourtant, finalement, on avance ou on recule, pas les deux à la fois. Oui, oui, bien sûr. Quand je dis oui, c'est dans le sens que je peux justifier qu'il y a plus de Camerounais maintenant qui sont conscients de leurs droits. Mais j'ai dit non de l'autre côté pour dire, est-ce que leurs droits sont respectés tels qu'ils doivent être respectés? C'est dans ce sens que j'ai dit non. Parce qu'à l'époque, l'affaire des droits de l'homme, dans des banlieues, dans des villages et tout ça, il n'y avait pas ça. C'était juste des chefs traditionnels avec leurs conseillers traditionnels qui faisaient tout ce qu'ils faisaient et tout ça. C'était dans des grands monopoles qu'on parlait de droits de l'homme, où il y avait des tribunaux et tout ça et tout ça. Mais aujourd'hui, partout, il y a des brigades, il y a des commissariats et tout ça et tout ça. Malgré qu'il y a cette proximité, on constate qu'il y a plus des abus de droits de l'homme. C'est pour ça que j'ai dit bel et bien. Et c'est pour ça que des villageois, même de ces jours, ils savent que même un commandant de brigade ne doit pas faire ceci. Tu vois, parce que je me rappelle du cas de Jean-Michel. Quand c'était à son époque, quand on t'arrête, même parce que tu es en route, tu es sous, on t'amène au commissariat, première des choses, c'est on te donne le café. C'est là où on a pris M. Cancan, on demande si on lui donne aussi de café. Il a dit non, s'il y a un Guinness glacé, on lui donne. Donc c'était ça la tradition à son temps. De bastonner, de taper même avec des machettes et tout ça. Mais jusqu'à ces jours, je passe sur votre contrôle de voix. Oui, il y en a. En 1960, je me souviens des lois de 62 sur la subversion, les ordonnances de 62 sur la subversion, le traitement qui était infligé aux opposants politiques qui tentaient d'avoir une opinion contraire à celle du régime. En 90, il y a eu, semble-t-il, abrogation de ces lois de 62 avec l'avènement du multipartisme, de la démocratie. On parle des lois de décembre 90. Mais aujourd'hui, on regarde la situation telle qu'elle est vécue. La situation des droits de l'homme aujourd'hui. Les abus dont on parle, que ce soit dans les commissariats, les gendarmeries, etc. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'on est retourné pratiquement à ces ordonnances de 62? Je ne veux pas dire on a bien digitalisé la danse bafia. Je ne veux pas dire que c'est la danse bafia qu'on a vraiment essayé de perfectionner. Parce qu'on a, tel que tu dis, on a abrogé cette loi de 72. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? The anti-terrorist law. La loi anti-terrorisme. Le droit contre le terrorisme. Qui nous amène à traduire des civils devant des tribunaux militaires et tout ça et tout ça. So if I ask you, Duval, I put it to you, which is worse? Of course, we are living in a more preoccupying, a more scaring situation than it was in the 72. Because this law on terrorism, it's vexatious, it's the most heinous thing that I think exists. Because civilians are not supposed to be judged in military courts. They are not. They are supposed to be judged in ordinary courts. Even if they use arms in the discharge of their crimes or offenses, then they should be a military assessor. That's what we think. So to say that that law that was there has been abrogated, yes, it's been abrogated. But what is the situation today? Is it too different? Oh yes, no. Cette loi antiterroriste est donc une loi dangereuse. Ça c'est clair. Il faut l'abroger complètement. Est-ce que on doit appliquer, il faut qu'on applique ça avec des militaires. It should be a law with the military, with extreme cases, because right now, Duval, when we say against state subvention, invasion against the state and all of that, somebody goes on the street, armless, because he wants to express his opinion. He's arrested and sent to the military court. Tentative d'insurrection. Yes. Insurrection. He's sent to the military court because he was on the street armless. Perhaps in Douala here, he might have been with an umbrella because it is hot. That is a military offense. But then somebody who is caught with arms, imported arms, he is sent to the same court. Come on. You don't need to be a lawyer to analyze that. You don't, Duval.
Parce que là, vous faites certainement allusion, par exemple, aux marches blanches de 2020. C'est un exemple, hein. Il y a beaucoup d'autres exemples. Quand vous regardez ça dans votre position d'avocat, dans votre position de président de l'ordre, lorsque vous discutez avec des gens à l'international qui observent cette situation-là, lorsque vous discutez avec les défenseurs des droits de l'homme, qui sont dans les organisations non gouvernementales, qui sont dans beaucoup d'autres structures, qui observent les droits de l'homme, quel est le regard qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils vous disent? Je ne veux pas d'abord dire ce qu'ils nous disent. Il faut d'abord demander comment je me sens. Je sens vraiment parfois honte pour parler de ce qui se passe en tant qu'avocat, qu'à ce jour, ça se passe encore dans mon pays. Parfois, je ne parle même pas de ça. Donc, mais avec le monde d'aujourd'hui, tu ne peux rien cacher. Mais ils nous demandent pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à comprendre. Et certaines font même des observations. Il y a le groupe des Nations Unies contre la détention arbitraire qui a émis des avis en rapport avec la situation de certains détenus présentés comme des prisonniers politiques ici, même si à Yaoundé on dit qu'ils n'en sont pas, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Lorsque tous ces avis sont émis, lorsque les partenaires multilatéraux ou bilatéraux font des observations sur cette situation-là, quelle est la sensation que vous avez quand vous discutez avec ces personnes, ces organisations, de toutes ces situations-là? Qu'est-ce que vous leur promettez, vous, en tant qu'avocat, en tant que défenseur des droits de l'homme, puisqu'il faut quand même le dire, vous êtes le barreau et vous êtes le président du barreau? Yes, Duval, when we meet, the first thing I want to tell you is that when we meet and when international organizations write all of those things, we do our reports. And one thing you need to know is that the bar does not have cohesive measures. We are civil society leaders. Our role we are the watchdogs. When it is not going, we cry foul. We shout and we scream that it is an abuse of the law. We make sure that the laws are not respected. These international organizations, instruments, and all of that, they have those powers to now impose either sanctions or make sure this is done, or the government even by itself. Because what we are saying is, I don't always feel comfortable when I say it is the government, because the government is you and I, it's all of us. Because some of those elements who do those things, their superiors are not. Mais justement, le problème pour vous, c'est où les goulots d'étranglement se trouvent à quel niveau? Je vais rappeler que le président de la République a toujours marqué ou indiqué sa volonté de travailler pour un état de droit, pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays. Je ne veux pas rappeler son interview face à Yves Mourouzi en 91, où il disait qu'il voudrait qu'on garde de lui l'idée ou l'image de quelqu'un qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Il faut aussi se rappeler que c'est lui qui indiquait que nul n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Le chef de l'État le dit. Mais sur le terrain, on n'a pas le sentiment qu'effectivement, les gens travaillent pour la promotion du droit de l'homme. Où se trouve le problème? Le problème se trouve avec tous ses collaborateurs. Qui continuent de garder en poste? Oui, oui. Tous ces collaborateurs qui font ce qu'ils veulent. Qui font comme si eux, ils sont des bailleurs et les autres Camerounais sont des locataires. Qui ne veulent pas respecter les lois. C'est exactement ça le problème. C'est ça le problème. Oui, mais il les garde en fonction. Ah, c'est lui le chef de l'État. L'interprétation qu'on pourra en faire, c'est que s'ils les gardent, c'est qu'ils font exactement ce qu'il leur demande de faire. Peut-être. Ou bien peut-être lui-même, il n'est pas au courant de ce qui se passe. On ne lui rend pas compte fidèlement. Mais on est dans un monde aussi, aujourd'hui, que tout le monde... Mais M. Bâtonnier, allez lui parler à l'oreille. Je ne manquerai pas. Right, Barrister, tu sais que ça, c'est le plus difficile. Mais je dirais, Duval, c'est ce qui se passe. Le chef de l'État parle de tout ça chaque jour. Vous êtes des journalistes. Vous êtes mieux placés que moi pour dire ce que vous vivez au quotidien. Vous constatez chaque jour des abus. Des gendarmes tirent, ils tabassent, tout ça. Mais quand leur hiérarchie, quand des ministres prennent des micros, ils disent nos forces de l'ordre, de défense des droits et tout ça, professionnel. Ils ont agi d'une manière professionnelle.
que l'État les félicite, l'État les encourage. Qu'attendiez-vous alors? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui a fait quelque chose, que la population est sortie crier que non, tu as mal fait, que son hiérarchie sort pour dire non, il a été vraiment professionnel. Mais ça ne va pas. Even though some of them are sanctioned, but I wanted to of course, some of them are sanctioned, I must admit. Some of them are. I wanted to give us an understanding of something that looks like a paradox. Cameroon has signed a series of international legal instruments, including the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the African Charter on Human and People's Rights, and others. And all these international legal instruments are against the trial of civilians in military courts. And according to our constitution, the laws duly signed and ratified by Cameroon, international laws, supersede national laws. It means that in case of conflict between a national law and an international law duly signed and ratified by Cameroon, the international law takes preeminence. But when we look at the law on terrorism and the fact that Cameroon has signed international legal instruments that do not allow the trial of civilians in military courts. These two are clearly conflicting, but the Constitution says that the international law should take preeminence, but that's not what is happening. How can we understand this? If I could understand it, I will explain it to you. It has never been understood. Nobody understands. Because the norms of laws are there. They are clear. Regional laws ratified by the country supersede even the constitution. But they do some implementation of selective laws. There are some SEMAG laws that when they want to use to put the bar at a very difficult position, or want to see some domain, lucrative domain of practice of the lawyers to give to some other people and all of that, those are the areas that are easy and nice for them to act. But when it comes to respecting instruments that seek to defend human rights, no. They always have something to justify. They will tell you the issue of military court. There is a civilian judge in the panel who defends the interests of the civilian, and that lawyers who are civilians have audience. That's crap. Does that somehow explain why civilians are being brought to the military court in cases that are linked to terrorism, that are linked to the use of arms and so on? Does that in any way? Of course, Babla, you know that if that question was set in an exam and you give this kind of an answer, you have a 0. Of course, that's to tell you it doesn't respond. It doesn't. A civilian court is a civilian court. A military court with a civilian judge does not transform the military court into a civilian court. It doesn't. Nor a military court sitting with a civilian court sitting with a military assessor does not transform the civilian court into a military court. It is a military court, and they have their own codes. Now, earlier talking about where there is a problem with regards to the respect of human rights in Cameroon, you seem to point the accusing finger to the collaborators of the President of the Republic. But the President of the Republic is the head of the higher judicial council, is the commander-in-chief, is the everything. So how do you say that only his collaborators are doing the wrong thing? What about him? No, when I didn't say that the collaborators are the only ones doing the wrong thing. The collaborators act by delegation of power, because the sovereignty and the destiny of the state is not given to collaborators. It is given to the head of state. Just like the destiny of the Cameroon bar, for the 2 years it is handed in my hands. I have people with whom we work, but I am the one who render the account. So that's what I'm saying. And that is the issue that we must need to take responsibility. Saying that the problem is at the level of what is done by the collaborator does not mean that the responsibility does not go right up, because they are the appointees of the head of state, and he is supposed to take responsibility for the government. Is he doing so? Pardon? Is he doing that?
Of course, Duval said he said people should not take guns to express their opinions and all of that. We are in a complex situation, a very complex one. We understand the realities. We understand the difference between the realities and the speeches that are made on TV every day. What's your understanding of the gap between speeches and actions? Because the head of state, like Duval said earlier, has been saying all of these things, but the actions seem not to be following. My understanding of it is that that justifies or explains where we are today. Because we do a lot of rhetorics, we say a lot of literature, we do a lot of speeches, but what we do in concrete action is concretely, divertically, horizontally different from what we say. Monsieur Bâtonnier, nous allons marquer une pause dans cette émission de La Vérité en face. Je voudrais rappeler dans le sillage du conducteur que par rapport au conducteur que nous allons revenir sur la question des droits de l'homme. C'est le fil rouge de cette émission. Aujourd'hui, Anissé Kane est décédé en détention. D'autres compatriotes interpellés dans le cadre de la crise électorale sont toujours détenus. Florence Ticho, l'enseignante, est toujours détenue. Djokam Chamini est toujours détenu. Parfait Voum et beaucoup d'autres qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise sont toujours aux arrêts. Il faut peut-être avoir l'avis du bâtonnier sur ces questions, mais également qu'il nous dise comment il comprend la main tendue du président de la République. Il faut se souvenir que dans son discours d'investiture du 6 novembre dernier, le chef d'État disait tendre la main. Il a fait un discours présenté par des analystes comme un discours d'apaisement. Et la question sera celle de savoir qu'est-ce qu'on fait de façon concrète pour apaiser la situation dans notre pays après cette élection controversée, avec cette situation qui reste toujours précaire au regard d'un certain nombre de tensions observées ça et là. Babila Jonathan évoquait tout à l'heure la grève des camionneurs à Minganga. Il y a également, on a frôlé le pire aussi à Douala, il y a quelques jours avec cette bavure policière qui a mis en ébullition les conducteurs de mototaxi. Comment on fait pour amener la paix de façon durable dans notre pays? Est-ce que cela passe par, on va dire ça comment, une convocation prochaine du Conseil supérieur de la magistrature qui ne s'est pas tenu depuis plusieurs mois? Est-ce que cela passe par un conseil de ministres ou la mise en place d'un nouveau gouvernement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le regard du barreau sur cette crise post-électorale et quelles peuvent être les solutions à envisager pour une paix durable? On en parle dans la deuxième partie de cette émission La Vérité en face chez Équinoxe Télévision. Retour sur le plateau de La Vérité en face sur Équinoxe Télévision avec notre invité ce soir, Éric Mba. Il est le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. On revient sur l'hommage rendu à Maître Yondo Black, le pasteur bâtonnier, qui a été inhumé ce week-end dans des obsèques, on va dire, grandioses, des témoignages touchants, pathétiques qui ont été faits à l'endroit de cet ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Et c'est une occasion pour nous de revenir également sur la question des droits de l'homme. Il y a quelques jours, 10 décembre dernier, on se souvenait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans le même sillage, on évalue la situation des droits de l'homme, les libertés dans notre pays avec, on va dire, des arrestations dans le cadre de la crise post-électorale. Monsieur Bâtonnier, quel est le regard que le barreau pose sur la crise électorale, pose sur la crise qui a suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement et la manière dont l'État a géré tous ces mouvements? Joël, premièrement, ce que je veux
le barreau pense, et que, y compris beaucoup aussi des compatriotes, notre pays est en train de traverser des moments vraiment délicats. Le pays était déjà tensionné avant des élections. Le pays est en train de traverser des moments tellement délicats. Donc, chacun qui parle au nom de l'État, qui pose des actes pour l'État, et dans cette situation, il faut d'abord peser ces actes. Parce que là où nous sommes, ça risque de glisser. Donc, nos propos doivent être des propos qui nous amènent vers la paix. Ce n'est pas juste simplement la paix parce qu'on les prononce paix, mais la manière, la contenu de nos propos doivent être des propos de paix. Parce que j'entends très souvent des hautes autorités porter des propos qui amènent quand même à dire faites comme vous voulez. Oui. Si vous voulez, vous pouvez aller faire ça ailleurs. On n'a pas deux pays qu'on peut appeler notre pays. Ce pays nous appartient à nous tous. Nos dirigeants nous dirigent à travers le mandat qu'on les donne. Et qui ne tentent même pas à penser qu'ils peuvent transformer ce mandat en titre de propriété. Le pays ne les appartient pas. C'est notre pays, nous tous. Et ils doivent nous rendre compte. Ils doivent nous respecter. Ils doivent gérer le pays ici vers a good destination. So what I'm saying is, after the totality of this, what do we even first of all retain? There's a loss of respect. There's a lot of belief in institutions of the state. If you see what happened, Duval, we were all here. Unlike before, the Constitutional Council proclaimed results and people started agitating. But this time around, the protestation was before. Duval, there is something most striking that touched me. Le ministre de Santé publique, il sort un communiqué pendant cette période pour aviser les citoyens que le virus COVID-19 est en train de rentrer vers le pays. Et des endroits touchés, c'est tel. Dans des réseaux sociaux, tu vois, il y a des gens qui sont sortis pour dire, là, c'est des mensonges, c'est la politique, donc c'est juste une manière de ne pas permettre aux gens de ne pas autoriser aux gens, c'est une tactique politique de disperser les gens, que les gens ne se réunissent pas et tout ça. Tu vois? Imaginez-vous que le ministre de Santé sort pour vous alerter d'un danger à votre santé. Vous dites non, c'est la politique. To me, that is very serious. It tells you the degree to which people are losing confidence in state institutions. Because no matter when we are at war, if the Minister of Health comes out and says there is cholera, everybody will take guard and implement the measures. But to say it is a political slogan intended to dissuade people. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, M. Bâtonnier, qui est une perte de confiance, qui est un deal entre les gouvernants et les gouvernés, au point où, quand les autorités parlent, on a le sentiment que comment on en est arrivé à une situation comme celle-là? Duval, je ne veux pas trop parler de beaucoup de choses. Mais quand dans un pays, on constate que la corruption vit dans tout le milieu, il faut être vigilant. Parce que ça commence toujours à gratter, à grignoter la confiance. Parce que quand il y a la corruption, on dit pour passer tel examen, tu dois d'abord donner l'argent à quelqu'un et tout ça. Donc, du coup, quand un concours est lancé, des résultats sortent, on dit non. Ça veut dire que ceux qui ont passé, ceux qui ont
réussi dans cet examen, on donnait de l'argent. Du coup, on perd cette confiance à cette institution. Ça commence toujours comme ça. Quand la justice est telle que on constate que non, la justice n'est pas fiable, on commence à perdre confiance. Ça commence toujours comme ça. Quand des policiers viennent et il arrête des gens et peut-être le lendemain il lâche, ou bien il vient, on dit oh bon, il y avait des marches à tel endroit, il arrive alors que tout le monde est déjà parti et il commence à arrêter n'importe qui, il casse des portes pour faire sortir des enfants et tout ça. Et quand on le dit, il dit non, on vous a trouvé là. Les conséquences c'est quoi? On perd de confiance. Et je veux aussi dire, let me say here, Duval, that it is a very dangerous thing our country is going through. When you look at the Anglophone crisis, about 6,000 Cameroonians are gone. In a country where the population is barely crawling to 30 million, when you lose 6 million people, 6,000 people, it is something serious. And the fact that it is the young generation of our population, the younger population, is being perished every day. And when you come to Douala and the north and all those places, the people who are arrested are the young ones. Quel est ce pays que leurs jeunes soient arrêtés dans des prisons, des centres de détention, ou bien ils sont tués? Quel est donc l'avenir de ce pays? Qu'on compte sur quoi? Ce n'est pas dans n'importe quelle manière dit j'encourage des jeunes d'aller faire de n'importe quoi. Mais non, pas du tout. Mais il faut que l'État, si il y a tout un fou qui commence à faire des choses, l'État doit quand même s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce phénomène? Alors, vous avez commencé à poser le diagnostic. Vous avez indiqué qu'il y a une perte de confiance qu'il y avait à l'époque entre les gouvernants et les gouvernés. Vous avez également parlé du discours. Il y a un type de discours qui est dit d'une certaine façon par certaines autorités dans lequel on voit du zèle, on voit le mépris, la condescendance, entre autres. Aujourd'hui, face à la situation, monsieur le Bâtonnier, quelle est la mécanique qui peut être mise en place pour résoudre durablement cette situation? Quelle est la mécanique qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour une paix durable dans notre pays? Duval, je ne ose même pas penser que ça peut être quelque chose comme le médecin peut vous dire, bon, j'ai diagnostiqué la palue et aller prendre le Quatem ou bien Ferragan et tout ça. Non. Il faut identifier chaque... La crise est profonde. Oui, et c'est vraiment profonde. Il faut identifier et voir comment on peut, à chaque type de crise, gérer. Pourtant, il faut bien trouver la solution. Le président de la République a parlé de l'apaisement. Ça veut dire qu'il faut trouver les leviers de cet apaisement. Oui. D'abord, Duval, quand on parle de la paix c'est quoi? La paix, c'est la composante de beaucoup de choses. J'ai constaté qu'à Limbe, il y avait pendant cette période, il y a des gens qui étaient accompagnés par, je pense, le préfet ou bien le sous-préfet, je me trompe, je ne sais pas, mais il y avait des gens qui faisaient des manifestations accompagnés, guidés par des polices et tout ça, pour la paix. Mais il y a certains qui ont été arrêtés parce qu'ils voulaient marcher pour la justice. Il n'y a pas la paix sans justice. C'est la justice qui coiffe. L'absence de guerre ne signifie pas la présence de paix, non? In that perspective, Barrister, you said earlier that the authorities should ensure that what they say do not add fuel to the fire, do not aggravate or exacerbate the already existing tension, highlighting some of the words that are thrown out here and there by some of the government authorities that seem to be provoking more tension and even radicalization. Now, apart from speeches,
Because like you said earlier, peace is not something that you decree, or it's not something that you just announce it like we're hearing every day, because the issue of peace is on the lips of the authorities every now and then. But what about building peace? Peace building. What should be done to build peace, apart from speaking in a way that you will appease people, apart from those speeches, because they will not last. If you appease people and your actions are going opposite to the appeasement, it will definitely continue provoking tension. So beyond appeasement, beyond good words, beyond respectable words, what should be done? Babila, je veux d'abord dire aimons notre pays. Aimons notre pays d'abord. Que nos dirigeants aiment le pays. They don't? Parce que je ne veux pas dire des don't ou bien des don't. Ce que je veux dire, Babila, c'est que quand tu vois la manière dont que le pays est traité, c'est comme si c'est un petit bout de pain ou bien sardine avec une date d'expiration et que chacun est en train de vite faire pour arracher son petit bout ou bien sa côte part pour qu'avant que ça n'expire, il a déjà arraché. Je ne vois pas le patriotisme. Whereas they're talking about patriotism every now and then. Mais quand on parle de paix, travail, patrie, la paix où? Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Travail, c'est où? Le taux de chômage nous écrase. Des jeunes soient tués dans la prison, dans des secteurs de moto Benskin. Il y a ceux qui sont en route pour la Mexique et tout ça. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est le travail. Is that what our motto says? Is that the peace work fatherland? And it is that patriotism I'm saying that we lack when we say fatherland. Do we treat this land as our fatherland? Do we? I heard you talk about the issue of the accident on the Tico Highway. The explosion of the tanker that killed 8 people and burned several houses. I agree. I read the communiques. It was due to some rash driving. It was excessive speed and all of that. Have you ever heard any government minister or any statesman come out and say there is this accident that happened at this place, it was because of the state of our roads? Have you ever heard? I'm asking you the question. I was only journalists that asked the questions. We are the ones asking questions anyway. Yes. But then, so in some few instances, c'est ça le problème. We've heard. Let us, and that's what I'm talking of. Let us love ourselves. Let's talk the truth to ourselves and look at ourselves in the face and say this is where the problem is. I watched a program on Équinoxe. It was around the street between Bonaberry and the flyover, if it's a flyover, I call it flyover for lack of a better word, where the Équinoxe covered a scenario. There was this truck that got stuck in the hole on the road, and cars were passing beside. This truck carried glasses, huge glasses, and by struggling to manipulate and all of that, the truck just went overboard, and all of that went. The ramifications of that, Babila, is what we don't know. A whole family can lose the trend of their history because of that. If that man took a loan to buy those things, those products to sell, it is all gone. Perhaps he might have mortgaged his house. That house will be sold. And because his house is sold, he becomes homeless. Perhaps he's forced to go back to the village. His children will drop out of school. Frustration comes in. That is what happens just because the road is not well maintained. The lives that we lose every day, nobody has come up to say it's because of the state of the road. Look at what happened at the Chang Hill. Look at what happened. That was a catastrophe. It was a scandal. But we treated it as though it was a WhatsApp chat. It was a WhatsApp chat. It ended.
So that's the situation, of course, that Cameroonians are living on a daily basis. And now we are looking at how to correct these situations. Let's look at the aspect of human rights. There are laws, definitely. You lawyers have been telling us that Cameroon has good laws, even though there are some bad laws, like the anti-terrorism law that you were talking about earlier, describing it as a very bad law that should simply be kept aside, that should simply be killed, so to speak. But there are good laws that are not being respected. What should be done at that level? I don't know if it falls within the context of what I said, that the first thing is that we should love our country. And I tell you that our country should actually embrace democracy in all its facets. A cardinal indicator of democracy is an independent judiciary. A cardinal indicator of a democratic state is a strong and vibrant bar. A cardinal indicator of democracy is a strong civil society. Do we have them? Those are the things that we need, because once those things are coming up, it shows that the human rights are respected. It shows that the governing and the governed understand their rules. And each other is playing a watchdog role against the other. We need to get to that point. And until that point, we will keep crying foul. We will keep crying foul. You, the journalists, you keep having missions like this to call us to come and talk. We will do it until that day. Because in the 60s, it was not the case. Everybody's talking. You remember the famous cas de Monseigneur Ndongmo? It is not different from what the Archbishop Cleda is doing today. They've always talked. We have all the civil rights fighters. The I Bishop hear of Yagua two lawyers are on the run because of what they said, or what their participation in elections and all of that. And the question that comes up frequently when you're talking like this is, what is the Cameroon Bar doing about this? We had the minister delegate to the Minister of Justice saying that late barrister Yondo Black tried to transform the bar into a political force, to oppose the regime. And now, but what has become of the bar? What is the bar doing in the midst of all this? Babila, what is the bar doing? The difference between then and today, first, we have a very huge bar now. The bar is doing the same thing, but the circumstances are different. I told you the bar, I don't want to agree that Bâtonnier Yondo wanted to transform the bar into a political force against the government. No, I don't agree. Bâtonnier Yondo was a bâtonnier, but besides, he was a political figure. The bar is apolitical. The bar is not political. The bar is apolitical. But the members of that bar, in their individual rights, belong to political parties or own or lead political parties. It is within the law. But to say that Bâtonnier Yondo Black used the bar to fight the government, the first thing is that the bar does not fight the government. The bar does not fight the government. The bar tells the government when it is wrong. The bar is doing its job to tell the government it is not correct. It is just like you have the people on the road, they call themselves Prévention Routier. They stop you, they alert you, they tell you this is not correct, this is not correct, they warn. On our part as the bar, when it is not correct, we come out, we shout, we cry that they are violations of laws. We write to the authorities that be. On the 10th of December, being the International Human Rights Day, we organized a press conference and we decried some of those things. We made a declaration and we called on the government to stop the arbitrary arrest and to release everybody who was arrested illegally in the post-election crisis. So when you say that, what does the bar do? This is what the bar does that I am doing here. Because the law does not give us a cohesive force to do anything. The law says we are the watchdog. When it is not going, we cry foul. I am on this podium now crying foul. But barrister, you must have heard some political analysts saying that
at this level where we are, which you describe as very bad with regards to the violations, gross violations of human rights in this country, the Cameroon government, according to those political analysts, is no longer listening to what you're saying, that you're crying foul and all of those. The Cameroon government has become almost immune to all those things, and is practically like a duck on which you're pouring water and the water is just going down to the floor. Isn't it time to hit the streets? Isn't it time to use what is constitutionally the right of every Cameroonian? Babila, I agree, and I have always said it, and I'm an advocate for it, that the right to strike for a right is a constitutional right. The bar has the weapon to strike as a very solemn weapon. We don't get into the streets every day to strike. When there is a particular occurrence that is on, because if you get to the street, you strike that the government should stop all of this, the government says, yes, I will stop. You go back, and the government starts it again, you are making a ridicule of yourself. There are institutions, international institutions, to whom we address. And that is the essence of the communique, with the declaration we did. And this is what we are doing here. We have written to the appropriate quarters. And the very principle and canons of law is we exhaust the local remedies. I wrote to the Secretary of State for Gendarmerie about the refusal to grant access to the Human Rights Commission to the said. He responded. He said the Human Rights Commission is not an institution like the bar, it's a subset. But if they want to do that, let them write to him first, asking for authorization. But if they come as individual, as lawyers, they will have access. That's a different ballgame. We are getting to it. The governor of the Littoral sent out a very strange communique saying they should not give food to people arrested because of the post-election crisis. The law is clear. Anybody, whether serving a jail term or serving a detention term or pre-trial detention, when you cross the doors and enter the prison, you are under the state's budget. You're under the state budget. To say that they should not give them food to somebody you arrested, you did not inform him of his right to call his lawyer. You did not inform him of his right to inform his family of where he's been taken to, as provided by the law. Perhaps the little money that he has on him, he has to pay within the prisons so that they can permit him stand somewhere, because I hear the prisons are congested, or he has to pay some reasonable amount in order to have a place to sleep. You ask that person should not be given food. In other words, what you are actually doing is that they should be starved to death. Mais pour rester sur la question que Babila Jonathan a posée, sur ce que devrait être, ou bien ce que doit être le rôle du barreau sur la promotion des libertés et de la justice, vous semblez indiquer que ce n'est pas tous les jours que les avocats peuvent descendre dans la rue pour exiger X ou Y chose. Mais M. Bâtonnier, j'entends des petites voix à la maison indiquer que ces avocats, qui hier étaient des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, ne le sont plus. On a écouté pendant les obsèques du bâtonnier Yondo Black des témoignages et certaines personnalités d'un certain niveau faire un certain nombre de reproches à ceux que sont devenus les avocats aujourd'hui. Dites-nous la vérité en face. Est-ce que les avocats au Cameroun ne sont pas ou ne sont plus davantage des hommes d'affaires que des défenseurs de la veuve et de l'orphelin? Tu vois, je veux te dire la vérité en face. Des avocats restent, demeurent des avocats et des défenseurs des veuves et des orphelins. Mais je ne veux pas prétendre dire, comme certaines institutions ou bien comme l'État, pour dire parmi nous, il n'y a pas des avocats qui ne respectent pas certaines déontologies ou pas. C'est pour ça que le Conseil de l'ordre est là pour sanctionner. Et on le fait. Donc le simple fait qu'il y a certains avocats qui font mal leur travail ou bien ils ne sont pas à l'auteur de ce qu'il est attendu. Des hommes d'affaires. Oui, c'est ça que je dis. Et je veux aussi vous dire, à son temps, dans des années 60 et tout ça, il y avait peu des avocats. Il y avait peut-être moins de 200 avocats.
Et pour vous parler d'évolution de droit, dans des années 60, on n'entendait même pas ça, de spécialisation. Il n'y avait pas. Il y avait pénal et civil. Il y avait tous contractuels. Et là maintenant, il y a des avocats pénals, il y a des avocats spécialisés dans des propriétés intellectuelles, il y a, tu peux énumérer. Donc peut-être si vous contactez quelqu'un qui vous dit non, je suis plus en arbitrage, je suis spécialisé dans tel, je ne suis pas pénaliste, vous tombez du coup dans cette conclusion que non, des avocats sont devenus des hommes d'affaires et ne sont plus des défenseurs. Non. Pas seulement hommes d'affaires dans le sens où l'on peut l'entendre, ils sont devenus, pour certains, ce sont des observations qui sont faites. Hein. Nous, les journalistes, on écoute et on renvoie ça au président de l'ordre. Vous connaissez ce scénario avec les avocats où vous avez une affaire au tribunal, l'avocat, on arrive en audience, on renvoie et après l'avocat vous appelle pour vous dire bon, vraiment on a renvoyé pour le mois prochain, mais il faut voir le juge. 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 J'aime la manière que tu prononces ça. Il faut voir le juge. Oui, Duval, je ne peux pas vous dire ça n'existe pas. Ça fait partie de la corruption qui est dans notre pays. Si je vous dis ça n'existe pas, ça veut dire que je suis en train de mentir. Et c'est ça qui nous a amené de créer au sein du barreau la commission anticorruption. Et j'ai dit... Est-ce que ça fonctionne, monsieur? Ça fonctionne parfaitement. Quels sont les résultats? Les résultats sont... Parce qu'on ne publie pas, on n'a pas de résultats. Mais il faut publier pour qu'on sache. Non, quand je dis je ne publie pas, c'est quand on dénonce des avocats, des actes des avocats, on les traduit au conseil de discipline. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on les sanctionne. On les sanctionne. Et jeudi, je pense le 18, on va signer un partenariat avec ONAC pour voir comment on peut plus avoir des pouvoirs à travers cet organe, pour avoir des pouvoirs plus cohésifs. So that's the maximum we do. People should denounce. People should denounce. Mais ce qui se passe, c'est très souvent, c'est des clients qui partent vers leurs avocats pour dire, bon, j'entends qu'il faut voir tel juge. Est-ce que... Mais il y a des clients... Est-ce que vous pouvez lutter efficacement contre cette corruption au sein du barreau tant que vous ne travaillez pas sur la formation pour obtenir des avocats de qualité? Parce que selon l'analyse qui est faite, c'est parce que de plus en plus, il y a beaucoup de brebis galeuses dans le corps et les gens, au lieu de faire la science, au lieu d'aller défendre à travers des arguments la connaissance juridique de leurs clients devant le prétoire, préfèrent négocier avec les magistrats, avec les juges. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Duval, que ce que tu dis là est vrai. Et c'est pour ça, depuis un an quelque chose, chaque samedi, le barreau dépense presque 6 millions pour former des jeunes avocats stagiaires. Parce qu'on a constaté que c'est cette manque de formation adéquate qui les amène à faire des bêtises. Je suis parfaitement d'accord. Et pour répondre à ces questions-ci, on peut lutter contre ça. Non, c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. Mais on concentre au sein de l'ordre pour faire le peu qu'on peut. Et j'encourage tout le monde de dénoncer, de saisir le bâtonnier à travers ses représentants. Dans quelques jours, le conseil de l'ordre m'a donné un mandat de faire un communiqué en demandant à tous mes représentants et délégués spéciaux pour qu'ils envoient tous les dossiers, soit des avocats qui ne payent pas de loyer, soit des avocats qui font des recouvrements sans restituer et tout ça. Tout ce qui porte atteinte à l'image de l'ordre. Il faut donc assainir. Oui. Il faut assainir. Oui. Mais alors, est-ce que on peut, puisqu'on parle de corruption, est-ce que vous croyez que c'est cette corruption qui est à l'origine des mouvements qu'on a observés à Menganga, où des camionneurs ont été obligés d'immobiliser leurs véhicules sur la route nationale numéro 1 pendant plusieurs jours avec toutes les conséquences qu'on a enregistrées? Duval a aussi
the situation of Menganga from a multifaceted point. The first thing is, ça nous montre l'état des choses dans notre pays. Je ne veux même pas parler de la corruption. Ça nous montre l'état des choses. Peut-être le gouvernement a décidé juste de focaliser sur l'affaire de voitures qui ont bloqué la route. Ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être autre chose. Comment se fait-il que le Grand Septentrion est lié au Grand Sud par une simple route? Donc si c'était une catastrophe naturelle, le Nord allait se couper du Sud. C'est d'abord ça que je vois. C'est d'abord ça que je vois. Parce que s'il y avait des routes de contournement, les gens allaient contourner. Comment se présente-t-il que tout le Grand Nord est lié par une simple route? Quelque chose peut arriver, que des gens doivent fuir pour leur vie. Ils sont toujours coincés là-bas. Ceci donc dit. Le comportement de ce chauffeur-là, d'ailleurs, je dénonce. Quoi que ce soit. That is mob justice. You don't take the law into your hands. You go and you block the road. I don't know the reason. I don't want to get into the facts. The government on its part did not behave like the government. Pour envoyer le caterpillar, porter, jeter des camions, porter, jeter des marchandises et tout ça. Est-ce qu'on a pensé à des conséquences économiques de ça? The economic rundown, consequences of that. People's cars, people's businesses and all of that. When the people will not be able to pay children's fees, they will not be able to run their families, the children will definitely be coupé the road. They will jump out, they will look for arms, they will get to the road. So was there no manner, was there no other means for the government to remove those cars or shift the road, to clear the road, impound the cars, identify the owners of the car and take them to justice? Est-ce que ça devient ça la loi? Que donc peut-être dans un quartier où il n'y a pas de caterpillar, est-ce qu'on pouvait aller brûler? Donc si c'est dans mon village, peut-être des chauffeurs Benskin ou bien c'est quoi là, ils décident de bloquer la route parce que ou bien monsieur le maire ou bien le sous-préfet a fait quelque chose, donc le commandant de brigade vient avec l'engin ou bien il demande à ces éléments d'aller enlever et jeter. No, that's government barbarism. But it is not correct. These truck drivers were protesting against what they qualify as police harassment. And it is their right to protest. It is a constitutional right to protest. Are you saying that they should not have manifested their anger with the fact that they were being harassed, or they are being harassed by law enforcement officers along that national road number 1? Are you saying that they should not, because blocking the road was their own way of manifesting their anger and frustration with that? Babila, I say it and again, it is not because the government is doing the way it's behaving that we think that we must criticize everything and go the wrong way. What the truck drivers did by blocking the road was inappropriate. The bar is an advocate for the fact that the right to manifest, to complain against injustice is an inalienable right. The truck drivers could have decided that we impound our cars, because all the goods that get to the north, if the truck drivers decide that they will impound their cars and they're not going to work, it would inflict pain on everybody between the north and the south. They could have decided to impound their cars and say we are not going to work if the police are not brought to order. That was a possibility. Yes, but when you look at the way the trucks were taken off the road, some of the trucks destroyed, damaged, the goods damaged, like you described earlier, it's an indication that if they simply impounded the cars, the message would not have gone through. Probably this is what they were thinking about, and they were looking for the best strategy to get their message across. And like I said earlier, many Cameroonians today think that it is only violence that can produce, even though we are not preaching violence here, but they're thinking that it is only the hard way, so to speak, that can produce a result, that can produce a response to their plight.
Babela, the fact that you impound your cars, that is not a soft way. That is not a smile. Because all the North, the Central Africa, Chad, and all of that, everything that goes to that area is transported by those trucks. If you impound those trucks for basically 2, 3, 4 days, the impact will be felt. The impact will be felt. Because by the time you block the road, because when you want to manifest your grievances, you must not equally do it in a way that you infringe into another person's domain. Do we think about the fact that there could have been somebody, or there could have been somebody in dire health situation that needed to be ferried or evacuated on that road? Did they know that there are equally other road users who might have lost businesses in the other areas that they had to travel to? So that is what I'm talking about. They could impound their cars. And I can tell you the issue of force violate the rights of others. That's correct. Yes. And I still believe that, because you must be able to, when you go in for a strike, and that's what I tell you, that for the Cameroon bar to get onto the street every day on strike, first, when you want to go on a strike, you must first of all know what you are striking against. You must know how to get what you are striking. If you want to strike simply because you want to send a message, because it's possible that we say we block this road for 3-4 hours to send a message. And if our plight is not heard, the next time we are going to do this. And that is why when medical doctors go on strike, they tell you we are shutting down every other domain, but the maternity will remain open, but the casualty will remain open. Because they know the emergency. The emergency. That lives may be lost if we close down the whole place. That is the issue. What about grounding courts for the lawyers? Yes, that's a different ball game. Grounding courts we have done. Grounding courts we have done. If you see the criminal procedure code was the birth of a strike by the lawyers. The criminal procedure code was the birth of those issues. Dans l'analyse des causes de cette situation, beaucoup évoquent l'absence de cohésion gouvernementale, soulignant que le ministre des Transports a pris une décision de suspendre les contrôles, une décision qui n'aurait pas été prise en concertation avec le secrétariat d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale. Beaucoup estiment que c'est une illustration de ce qu'aujourd'hui le pays est à l'arrêt, que le gouvernement ne fonctionne plus et que effectivement le président de la République devrait relancer la machine Cameroun en mettant en place un nouveau gouvernement. Est-ce que c'est une analyse qui pour vous tient? Ça tient jusqu'à un certain niveau. It is that, yeah. Because, you know, nobody has the monopoly of knowledge. Nobody has the monopoly of expertise. You see, for the last 7 years running, the government has not been changed. We have institutions, university institutions, that Cameroonians are trained, professionals are trained in different dumains. But they are still there. They pass, they do some menial jobs, they go on retirement. I will tell you, when we were all in primary school, we used to sing the very songs. Some of those people who are in ministries, sitting in Lekam, Konag, all those senior boards and all those places, those people were there in those ministerial positions when we were in primary school, singing the song that we are the leaders of tomorrow. We are the leaders of tomorrow. We are going on retirement soon. Those same people are still there. Peut-être il va falloir qu'on chante encore une autre version de Timabola. Alors, on va sortir de l'émission par une question en rapport avec l'actualité sportive. Monsieur Bâtonnier, c'était la finale de la Coupe du Cameroun ce dimanche, avec qui est bien sûr l'apothéose de la saison sportive au Cameroun, avec une victoire de la Panthère sportive d'Undé sur Colombe du Dia. Mais il y a également dans quelques jours la CAN qui va s'ouvrir au Maroc. Aujourd'hui, il y a eu une polémique au sujet de la décision prise par
Samuel Eto'o-Fils de renvoyer Marc Brice et de désigner un staff technique essentiellement local, national. Quelle est votre position sur cette question? Je veux d'abord commencer en félicitant mon confrère Gélis, qui est le président de Coton, de Ndé, et pour lui dire... Pantel, oui, pour dire félicitations, c'est mon confrère et il a bien aimé, il a travaillé pour ça. Félicitations. And that the other team that went up to that level, it is the pride of Cameroon, and that we are happy that it went up to that level. Congratulations to both teams, because d'avoir arrivé à ces niveaux, ce n'était pas de chocolat. Mais comme ça doit être, il y a un vainqueur, et ça tombe que c'est mon ami et mon confrère Gélis. Bon, pour ce qui est de Cannes, et ce que Cannes, oui, malheureusement pour nous, on n'est pas là. It's unfortunate, but when I link it to your question you ask, avec ceux qui pensent que Eto'o a mal fait, il a fait ceci, pour moi, je ne veux pas entrer dans des polémiques de sport. Non, c'est pour la Coupe du Monde qu'on n'est pas qualifié. Oui, Coupe du Monde, s'il te plaît. Je ne veux pas entrer dans des cuisines internes, fake foot et tout ça. Mais tout ce qui me plaît, c'est que Eto'o-Fils a décidé de prendre des choses en main. Il a décidé d'assumer que c'est moi qui nomme et je veux rendre compte. Ce qui me plaît de plus, c'est qu'il a décidé de nommer des Camerounais. C'est qu'il a décidé d'identifier, d'oser dire que des Camerounais ont des talents. Des Camerounais peuvent former ses pairs. Il ne faut pas qu'à chaque moment que ça ne va pas, on part ailleurs, trouver ou bien des entraîneurs de 3e division, ou bien c'est 2e division, je n'en sais rien, pour venir faire nos couches. Et Eto'o-Fils a dit, j'ai joué partout dans le monde, et des talents que je vois ici au Cameroun sont capables de former des Camerounais. Il faut qu'on lui donne cette occasion, qu'on lui donne ces chances. Et j'ai dit aussi que je rigole parfois. Pourquoi c'est toujours dans le domaine du sport que quand ça ne va pas, on pense que non, on doit courir, aller à l'étranger, chercher des entraîneurs ou bien des formateurs. Il faut qu'on commence aussi dans des départements ministériels comme ça, que quand ça ne va pas, on part ailleurs chercher des étrangers pour venir gouverner. Ce n'est pas seulement le sport. Vous avez un exemple de département ministériel qui aurait besoin d'un expatrié? Je ne veux pas dire. Il y a tellement beaucoup. Il y a tellement beaucoup. Et tout ce qui se passe au pays maintenant, c'est quoi? Pour le chef de l'État aussi. Merci. Chef d'État blanc. Merci, M. Bâtonnier, d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Vérité en face. Merci Duval, merci Babila, c'est toujours un grand plaisir pour inviter le barreau du Cameroun. Et je le dis toujours que l'ordre des avocats est en partenariat permanent avec la société civile, y compris des journalistes. Parce que dès qu'on identifie, ce n'est qu'à travers vos micros qu'on peut crier, qu'on peut dénoncer. Merci. Merci, M. Bâtonnier, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Babila Jonathan. Merci à toutes les équipes techniques. Excellent dimanche à tous. Et surtout, nous souhaitons bonne chance aux lions notables du Cameroun pour cette CAN Maroc qui démarre dans quelques jours.